Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je vais recevoir effectivement quelqu'un qui va nous parler du cocon sémantique, mais pas que. Vous allez effectivement tout savoir, vous qui avez des sites internet et qui voulez justement avoir plus de visibilité avec ces sites. Il y a des stratégies, elles existent et on va en parler avec Christian Méline. Bonjour Christian. Bonjour, comment vas-tu? Très bien. Peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer? Oh, l'homme aux mille vies. L'homme aux mille vies. J'ai fait des tas de choses. Et à 37 ans, je me suis dit que peut-être que d'arrêter de vaquer à suivre des cours de partout, à faire des tas de choses, je pourrais peut-être à créer ma boîte et me mettre à travailler. Voilà, en gros. Et on a commencé immédiatement par le multimédia à l'époque, c'était en 95, 96 par là. Et puis j'ai fini par embaucher plein de gens et on a terminé à l'explosion de la bulle par être, je pense, la plus grosse boîte où il y avait plein de développeurs à l'époque Macromedia Director, sous Lingo donc, et on faisait pas le graphisme, mais on sortait, je ne sais pas combien de CD, enfin c'était tout, en jeu, en communication, en médical, enfin vraiment, il n'y avait pas, Internet ne permettait pas d'avoir des choses aussi fluides qu'aujourd'hui et aussi détaillées qu'aujourd'hui. Donc beaucoup de produits, y compris e-learning, se faisaient par l'intermédiaire de techno Macromedia Director à l'époque. Voilà, on a même fait à l'époque France Télécom le seul intranet qui était fait sous Director. D'accord. Alors explique à notre audience effectivement quels sont tes domaines d'expertise. Alors, essentiellement la sémantique, alors pas au sens totalement linguistique et surtout pas au sens SEO tel que le terme est galvaudé aujourd'hui. Je fais ce qu'on appelle de la sémantique prédictive, c'est-à-dire de la capacité de savoir quoi mettre dans une page pour le coller avec le sujet réellement et surtout quelle page elle est liée, voire créée pour lier avec celle-là à l'intérieur de tel paragraphe de cette page-là. C'est qu'en fait, on prédit que cette page, à cet endroit-là, l'internaute va avoir besoin d'avoir un plus d'informations et peut aller ailleurs sur le site. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'on fait du concours sémantique, mais qu'on fait du maillage aussi, qu'on fait des tas de choses comme ça, et qu'on fait ce qu'on appelle une sémantique dite prédictive. C'est-à-dire qu'on tente le coup, puisque des liens faits ainsi sont aujourd'hui, ont une valeur à peu près x3 par rapport à des liens sans odeur, on va dire. D'accord. Et un entrepreneur peut mettre en place facilement effectivement cette technique? Alors, on a des outils qui permettent de calculer les termes à mettre en fonction du title, par exemple, qu'on a choisi, ou de son sujet. Éventuellement, d'ailleurs, c'est l'occasion d'améliorer son sujet, enfin la formulation du sujet. Et on lui dit effectivement, on peut lui dire vers quelle autre page du site il va pouvoir pointer, en mettant quel mot juste à côté du lien, quel mot mettre à l'autre bout du lien sur la page de réception. En fait, le principe, il est que si tu prends la page sur Wikipédia, l'exemple n'est pas parfait pour autant parce que Wikipédia fait des liens de page en page. Mais bon, et non pas de page vers paragraphe, ce que nous on fait. Donc tu prends la page de Mozart, sur Mozart, tu as un endroit où on parle de sa ville de naissance, et naturellement, il y a un lien dans la page de Mozart vers la ville de naissance où il y a un musée, on peut visiter la maison de son enfance. Voilà, il y a des choses. Et de même manière, à ce même endroit, dans ce même paragraphe, il y a également un lien nécessairement vers la page de Mozart. Pourtant, nous sommes sur deux thématiques différentes. Musique d'un côté, compositeur, et de l'autre côté, ville, tourisme. Bon. Et on est effectivement sur c'est ce qu'on appelle vraiment la sémantique. La thématique eût été de faire un lien entre deux compositeurs de la même époque.
Voilà. C'est ce qu'on appelle Christian, ça pour les gens, pour leur expliquer quand même, pour le kidam qui nous écoute, c'est ce qu'on appelle les pages profondes en fait, parce que quand il y a un lien, quand tu dis qu'il y a un lien, il y a derrière le lien en fait un mot-clé, c'est-à-dire quelque chose effectivement qui donne de la profondeur. Il faut que ça ait un sens. Alors après profondeur, tout dépend de quelle page on parle. Si on parle d'une page produit et qu'on donne par exemple à un moment une référence vers une norme qui est très peu connue et que tu mets un lien vers une page de ton site qui parle de la norme, on peut pas dire qu'on est dans la longue traîne ni rien. C'était essentiel au fonctionnement du site. Donc en réalité, c'est simplement l'art de savoir comment faire pour que l'internaute puisse prévoir que le lien va répondre à son interrogation, mais de quoi il me parle là, est-ce que je pense savoir plus? Et d'autre part, à Google de repérer que effectivement on en parle à l'autre bout et que c'est pertinent. En fait, c'est une recherche constante de la pertinence du lien et à la fois pour l'internaute et à la fois pour le moteur de recherche. D'accord. Alors, on va parler prix également parce que les gens, c'est ce qui les intéresse aussi. Quand on veut mettre cette technique en place, donc effectivement de sémantique sur son site internet, combien ça coûte et combien de temps effectivement ça prend? Alors, on a un système SAS, Cocon SEO, que j'ai monté avec ça, qui en fait je suis Doré, qui a également un outil crawl dessus. Là, effectivement, bon, ça coûte, selon la quantité de crédit que tu prends, une page va te coûter entre 80 centimes et puis 2 euros. Bon, c'est simplement le calcul des mots que tu dois mettre et les liens que tu peux faire. Et avec ça, tu peux faire du maillage comme tu veux, des coups sémantiques si tu veux, enfin, tu peux faire plein de choses. Donc, c'est pas ça le plus coûteux. Le plus coûteux, c'est la rédaction qui vient derrière. Parce que souvent les pages sont mal calibrées en fait. Elles annoncent un sujet mais elles l'abordent mal ensuite et donc Google ne s'y retrouve pas et la page est perdue quoi. Là on donne de quoi à celui qui rédige de quoi bien rédiger. Allez faire son boulot après, d'émailler la bonne page, faut être patient, faut être minutieux. Voilà, c'est quelque chose quand même. Pour la petite histoire, l'histoire des métamots, puisque c'est de ça dont on parle, on a commencé les travaux vers 2012, de ça, et en même temps que ceux de Google sur RankBrain. Et quand on a déposé la propriété intellectuelle de ça, on a trouvé le moyen de devancer de 3 mois le dépôt de RankBrain par Google sur exactement la même chose. Eux invenvaient, nous, une propriété intellectuelle, donc on les a devancés, et ils utilisent curieusement les mêmes termes que nous, on utilise pour décrire le phénomène, qui est de dire qu'à travers certains mots que se trouvent dans une page, tu peux en déduire de quoi elle parle. En fait, c'est comme les indices. Si tu veux chercher, tu viens dans une maison, t'es le détective, je sais pas, le Poirot, t'as des indices, tu dois retrouver quel est l'assassin ou le voleur, voilà, bon... avec des indices, tu peux remonter à la source au sujet. Et là, c'est la même chose qu'on fait. On pose des critères qui sont des mots spécifiques qu'on calcule nous et que tu mets dans ta page et qui permettent de donner à ta page une crédibilité qu'elle n'aurait pas en ça. D'accord. Voilà. Alors, voilà. Et sinon, on peut aussi faire des cocons nous si la personne est complètement paumée par l'outil. Voilà. Tout à fait. Alors aujourd'hui, Christian, si on veut avoir un site internet avec un cocon sémantique, donc quelque chose effectivement de très bien calibré, avec des liens, un maillage interne effectivement très bien respecté, il faut compter combien? Voilà, ça coûte combien un site en cocon sémantique? Alors déjà, la première chose, il faut que le site existe. On peut pas faire un site à partir d'un cocon sémantique. On fait d'abord un site. Et on est obligé de limiter la taille du cocon sémantique. Il ne faut pas que les cocons dépassent la taille du site. Donc déjà, on a une restriction. Si effectivement une personne fait un cocon sémantique, admettons, de 40 pages, et que c'est moi qui lui fais, parce qu'il ne sait pas manier l'outil, je crois que ça doit coûter aux alentours de 2000 €, un truc comme ça. Je n'ai plus trop mais ce qui va lui coûter cher, c'est la rédaction, en fait. C'est pas moi. Moi, je coûte rien là-dedans. C'est la rédaction, parce que, mine de rien, rédiger des belles pages,
un ton un peu accrocheur, un peu passionné et tout. C'est quand même quelque chose. Oui, quand tu parles de rédaction, c'est la rédaction web. Ma compagne a fait une formation de rédaction web SEO, et c'est vrai qu'elle fait énormément de recherches. Je la vois, moi, elle fait énormément de recherches. Après, effectivement, une fois qu'elle a fait ses recherches, elle écrit ses papiers, elle travaille le champ lexical, etc. C'est du gros boulot, hein, la rédaction web. Ouais. Alors, on l'aide un petit peu, puisque justement, comme on donne des lexis, ça oriente un petit peu le discours déjà, hein. Voilà, donc ça aide aussi pas mal. Et puis on peut aussi compléter ce travail de recherche avec l'autre outil qui s'appelle, alors lui qui n'est pas du tout un outil SEO, mais qui peut être parfaitement complété Coco SEO. Il est un peu plus récent, il s'appelle EasyWord, EasyWord.info, qui lui a plein d'expressions, de sujets, de contenus préfabriqués, avec plein de lexis, des entités Wikipédia, donc pour peu que le sujet ou un sujet approchant se trouve à l'intérieur de la base, on a de quoi même trouver des légendes sur des choses. Enfin, c'est vraiment un outil de documentation qui peut aider en fonction du contexte. Et alors, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui comme CMS, par exemple, pour avoir un site internet qui fonctionne en cocon sémantique? Est-ce que c'est WordPress? C'est pas le CMS, à mon avis, qui va faire que le cocon va être bien fait ou pas. Je serais tenté de dire que si vous voulez faire un cocon sémantique intelligent, on le mettra en HTML à côté du CMS, de manière à ne pas être limité par les limites du CMS. Et on le fera en HTML pur, et on fera un lien à partir du menu vers cette partie-là, qui fait totalement à part, pour pouvoir avoir la liberté de pas mettre certains éléments de menu, de pas mettre certaines choses qui viennent plutôt polluer les pages à cocon. Et puis voilà. Bon, après, si tu fais un maillage sur le site, donc tu restes dans le CMS. Moi, j'ai pas de préférence sur les CMS, sinon, il y a des statistiques là-dessus, WordPress étant sans doute le plus utilisé dans beaucoup de cas. D'un autre côté, il a été fait énervant côté mise à jour, côté il est tellement connu, tellement hacké, tellement c'est un vrai souci, c'est-à-dire qu'en fait tu passes ton temps à faire des mises à jour de plugins, quoi. Et rien ne dit que les développeurs de plugins aient le niveau requis pour faire des trucs super simples. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas c'est pas le CMS qui va jouer, puisque si on fait un cocon, à mon avis, il faut le faire carrément à côté. Il faut pas le faire dans le CMS. Alors pour les gens qui écoutent cette interview également et qui t'écoutent, qui boivent tes paroles, ils doivent se dire oui mais pour qu'effectivement j'ai de la popularité sur mon site internet, il faut que je fasse des backlinks, donc des liens entrants et externes. Et à partir de ce moment-là, ces liens, raconte-nous un petit peu le fonctionnement dans un cocon sémantique, comment les liens doivent être mis. Alors à l'intérieur du cocon sémantique, les liens sont mis uniquement dans le contenu. Il n'y a pas de lien mis en dehors du contenu. Sont des pages, et ça va chez nous en tout cas, ça va de paragraphe en paragraphe. C'est-à-dire que c'est pas ils sont pas mis au hasard dans le texte. Ils sont mis à tel endroit du texte et ils pointent vers tel autre endroit de telle autre page, de tel autre paragraphe. Bon. Donc là, par contre, on n'encourage pas du tout les encres exactes. Donc on met plutôt des mots qui ont du sens en fonction de ce qu'on a à dire, comme si on devait, entre guillemets, vendre la page sur laquelle on veut qu'Internaute clique. Donc on essaye simplement de naturel, et ça suffit amplement. L'encre compte plus par son contexte, il va compter par le lien va davantage compter à travers son contexte autour, c'est-à-dire de quoi ça parle autour pour que Google comprenne, entre guillemets comprenne, que par le fait d'avoir mis une encre exacte, ce qui n'est plus de la sémantique. C'est du bourrinage là. On retrouve à ce moment-là les vieilles techniques un peu borderline aujourd'hui des encres exactes, et c'est plus de la sémantique. C'est du mot, c'est du wording. Donc si on regarde la sémantique, c'est le paragraphe entier, quoi.
D'accord. Alors, c'est vrai que les gens ont une idée un peu du cocon sémantique où quelque part il y a une page mère, après effectivement des pages, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, des pages sœurs, et puis après toute une sorte de décatégorie de pages, et à partir de ce moment-là, les liens doivent monter par le haut, c'est ça, non? Oula, au téléphone relié, essayer d'expliquer à quoi ça ressemble. On va dire qu'effectivement, il y a un système de parents, d'enfants. C'est en gros un arbre généalogique où tu pars du principe que la personne dont tu parles est la page que tu veux cibler. C'est beaucoup plus proche de ça que un exemple donné, par exemple, sur la structure d'un menu de roulant dans un site e-commerce. C'est beaucoup plus proche d'un arbre généalogique sur le fond et sur la forme. Par contre, et d'ailleurs, on s'aperçoit que c'est par hasard si monsieur et madame se sont mariés pour faire tel enfant, tu vois, donc on retrouve, alors on a un peu celle des pasteurs, effectivement. Malgré tout, nous, on s'est un petit peu éloigné de cette structure qu'on a un petit peu enrichie avec l'expérience, parce que forcément, quand un système qui est automatisé, on voit les gens faire des cocons qui sont parfois énormes, et on voit les retours, et donc on a beaucoup de retours d'expérience aussi. Et par exemple, on voit que si tu veux faire un cocon sémantique qui pointe vers une autre page, ça marche très rarement. Si tu mets un cocon sémantique qui est trop gros par rapport au site, Google se demande ce qui se passe, donc il va se méfier. Enfin, on pense que c'est ça, parce que l'explication réelle, on ne la connaît pas. Mais on sait qu'il y a des choses simplement qu'il ne faut pas faire. Par contre, dire que ça ressemble stricto sensu à un arbre généalogique, c'est presque juste, parce que en fait, tu as en plus, dans notre cas, des liens qui peuvent partir de l'arrière-grand-père qui pointent vers la page finale. Donc on a des liens en plus pour des raisons d'efficacité. Ouais, c'est ce que j'avais compris, voilà. Moi. Hein. C'est ce que j'avais compris, c'est-à-dire que en finalité, c'est la page finale, c'est-à-dire que c'est la home page qui ramasse le jus et qui est propulsée. Non, pas la home page, la page cible. Oui, c'est ça, la page mère, quoi. La page mère, ouais. Ah, la page mère, ouais, tout à fait. Oui, pas la home page, mais la page mère, ouais. Ouais. Alors en fait, après le contenu, c'est le sujet que tu choisis. Tu as là-dessus plusieurs approches. Tu as des approches purement marketing comme celle de Laurent Borelli qui consiste à essayer d'emmener la personne sur un parcours client, un parcours client et autres. Nous, on le fait davantage par proximité sémantique et logique, c'est-à-dire quelqu'un est curieux et donc il va se poser toutes les questions du monde sur le produit, par exemple, qu'il va acheter. Et quel que soit l'endroit par où il rentre sur le cocon, finalement il arrive toujours par Google et c'est Google ton menu. Il arrive quelque part dans ton cocon et il faut que tous les liens qui sont là-dedans soient cohérents et l'emmènent au final vers la page mère à travers un parcours qu'on espère pour lui passionnant. Voilà. Alors, il faut combien de temps, Christian, pour que Google, effectivement, rank, en fait, un cocon sémantique, ou un site en concept de cocon sémantique? Alors déjà, il y a les promesses que certains font et la réalité. Tout dépend de plein de choses et elles sont tellement nombreuses qu'il n'y a pas deux sites qui vont être pareils. On a des sites où, au bout de quelques semaines, on avait des résultats, des gains en première page assez considérables et assez inespérés, je veux dire. Et puis des cas où ça met 6 mois à monter, il n'y a pas c'est les mêmes tailles de site, même taille de cocon, le travail est aussi bien fait. Bon, il n'y a pas c'est à la liberté de Google de choisir ce qu'il va en faire, en fait. Et là-dessus, on fait pas de promesses à la noix. Tant que tu le fais pas, tu rentreras pas. Le jour où tu le fais, tu rentreras un jour. D'accord. Voilà. Et faut être honnête, je pense. Tout à fait qu'il faut être honnête. Quand il commence à positionner les pages dans ses SERP Google, est-ce qu'il positionne effectivement donc la page mère en premier ou est-ce qu'il va chercher effectivement l'entité des pages? C'est pas les mêmes titres. Il va placer chaque page sur son mot-clé. Donc les pages, normalement, les
les différentes pages que tu vas utiliser pour ton cocon ne se positionnent pas sur les mêmes mots-clés, donc le problème ne se pose pas en réalité. Ce qui peut arriver effectivement, c'est que si tu utilises trop de ce qu'on appelle de méthode keyword centrique, c'est-à-dire où tu as le même mot-clé partout sur toutes les pages du cocon, tu peux avoir ce genre d'accident. Mais est-ce que c'est vraiment un accident si, par exemple, les 7 résultats de la première page, c'est ton site? Je ne sais pas si on peut appeler ça un accident. Je trouve que c'est plutôt bien. On squatte tout. Bon, je suis pas sûr que dans tous les cas, la canalisation soit un défaut finalement. Sauf si la page que tu peux faire monter, c'est la dernière. Bon, bien sûr. Mais en réalité, si tu fais bien la table de matière au départ, que tu mets bien ton concours en une seule fois, tu le mets directement sur ton site, tu ne le mets pas au fil de l'eau, petit à petit. Donc il y a beaucoup de choses qui sont liées à la chronologie de mise en ligne. Et si tu respectes bien la chronologie qu'on te conseille, logiquement, c'est effectivement la page cible qui monte en tête sur le mot-clé que tu as choisi. Maintenant, Google est assez imprévisible. Faut quand même être lucide et véridique là-dessus. C'est-à-dire que parfois, il va te placer sur un mot qui est encore mieux. et parfois un peu moins bien. Va savoir pourquoi. Enfin, c'est avec son IA, il est un peu surprenant, on va dire. Donc, mais l'important dans cette histoire, l'important, c'est que quelque chose que la personne tape dans ton domaine, il tombe sur une de tes pages. Après, le reste, l'internaute se débrouille. S'il faut remplacer, en fait, l'historique de recherche de l'internaute sur Google, il faut le remplacer par l'historique de recherche, l'historique de navigation dans le cocon sur ton site. Donc, quelle que soit la page par laquelle il rentre, il faut qu'il arrive à un moment qui converge vers ta page cible. D'accord. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Alors, le reste, c'est du blabla. On s'en fout qu'une page se place bien, que c'est pas la page cible. Le tout, c'est que tu fasses le nécessaire pour qu'à un moment, il voit que ta page cible est toujours en tête. Donc, je veux dire, il peut pas la rater, quoi. Bon. Tout à fait. Alors maintenant, on va oublier un petit peu le cocon sémantique, Christian, on va passer un petit peu à toi. Donc, on va essayer de savoir un peu, effectivement, qui tu es en dehors donc de l'expert. Quelles sont tes passions en dehors de ton métier? Alors, mes passions. Alors, pas tout à fait en dehors de mon métier. Il y en a une, c'est le développement et la recherche. Je passe ma vie à faire de la recherche sur la sémantique, sur des algorithmes un peu spéciaux qui ont permis de générer tout ça, de faire tout ça. On parlait de EasyWord tout à l'heure. EasyWord est le seul tool au monde qui est capable de te faire des liens entre ce que tu vas dire commercialement sur ton site et Wikipédia. Et il te produit des mots qui font des ponts vers des notions encyclopédiques qui vont venir compléter ton discours. Et ça, il n'y a pas d'autres techniques que les métamots qui permettent de le faire. Bon, d'autres ont essayé avec les techniques données par Google, enfin, qu'il a mis dans son brevet vecteur de contexte, et ils n'ont pas arrivé. C'est normal puisque le contexte est différent entre le web et Wikipédia. Mais nous, on fonctionne pas comme ça. Donc en fait, si tu veux, la partie recherche me passionne. Et à côté de ça, quand j'ai le temps, je fais de la musique. Voilà. Écouter de la musique, écouter de la musique, Christian, ou faire de la musique? Non, composer. Ah d'accord, composer. Ok. Du classique en plus. Du classique. Alors j'avance un petit peu dans mes questions. J'avance un petit peu dans mes questions parce que le temps court. Donc, quel est ton livre préféré? Quel est le livre effectivement qui t'a donné un déclic à la lecture? Ça doit remonter sacrément loin, ça. Bon, il faut que tu saches que la première fois que j'ai touché à un ordinateur, j'avais 8 ans. C'était en 1966, pardon. Mm-hmm. Et que j'ai appris sur des cartes perforées. D'accord. Et que j'ai bien dû lire quelques livres dont je me plaît la soutenance aujourd'hui et
qui très probablement ne sont plus du tout en bibliothèque. C'était des trucs sur du COBOL, sur des choses comme ça, du Fortran, les langages de l'époque, et même les débuts d'ailleurs un peu plus tard de Lisp, etc. Et donc il y a eu beaucoup de livres, de livres comme ça, de livres conceptuels, mais malgré tout je lis relativement peu parce que j'ai un problème, c'est que je ne le vois que d'un seul œil et que je lis lentement. Et donc, beaucoup plus de choses se passent dans ma tête que dans les lectures que j'ai. Je vois que d'un œil et je lis pas vite et ça me fatigue en plus. Tout à fait. Donc, tout à fait. Alors, une journée type de travail pour toi, ça a quel sens? Du matin jusqu'au soir? Alors, le matin, j'arrive, je regarde tout ce qui tourne sur les ordinateurs qui ont travaillé pendant la nuit, s'il n'y a pas eu de bug, de crash, de trucs à redémarrer, puisque c'est moi qui alimente EasyWord. Donc toutes les expressions, tout est calculé ici. Donc sur mes machines, donc je mets tout ça en marche. Je vérifie que tout fonctionne bien. Ensuite, je vais faire un petit coucou aux gens sur LinkedIn si j'ai le temps. J'y passe pas beaucoup de temps parce que je suis peut-être plus sociable que certains développeurs, mais pas tant que ça finalement. Je me définis d'ailleurs aujourd'hui beaucoup plus comme développeur et comme chercheur, comme SEO en réalité. Le SEO est une manière. J'ai été développeur avant d'être SEO et développeur en plus de choses qui n'avaient rien à voir avec le SEO. Hein. Développer des choses qui permettaient de mesurer des réflexes humains, des choses comme ça, enfin des trucs inimaginables, donc qui n'ont rien à voir avec le SEO, mais qui fonctionnaient toujours sur le prélèvement d'indices pour déduire quelque chose. Donc j'ai fait d'une certaine manière, j'ai fait de l'IA avant l'IA, enfin l'IA d'aujourd'hui, mais sans jamais utiliser de data, donc uniquement par observation et par recoupement interactif, on va dire. Tu arrêtes de produire, ton cerveau arrête de produire effectivement à quelle heure du soir? Alors 2h, 3h du matin. D'accord, ok. Dans le meilleur des cas, parce que en réalité, quand je dors, j'ai encore des choses qui se conçoivent. C'est-à-dire que quand je me réveille le matin, je note sur un papier toutes les idées que j'ai eues, et je me dis, il m'a falloir encore 120 ans pour écrire tout ce que je viens de trouver cette nuit. Donc, je peux pas. Donc, en fait, on vit une frustration qui est énorme. C'est-à-dire que la quantité de choses qui m'arrivent tout au long de la journée et qui m'arrivent la nuit est une frustration parce qu'il y en a trop. Et je m'appelle pas Elon Musk, je peux pas déléguer à 500 personnes les idées que j'ai, les trucs que j'ai envie de faire. Je comprends, Christian. Alors, on va terminer cette interview avec la question que tout le monde attend, celle qui brûle l'audience, comme on dit. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Christian? Très sympa. Très... Comment dirais-je? C'est très à l'écoute. C'est bien. J'essaye, en tout cas. Voilà. non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu observes certains interviews à la télé du route, tu as l'impression que le présentateur est la vedette alors que c'est l'invité qui est la vedette. Et c'est la vedette qui devrait, en tout cas, sur lequel devrait être le focus. C'est mieux que vedette. Donc voilà, donc c'est bien, tu te mets en retrait, c'est cool. Par contre, on partage des choses qui sont géniales. On a le web même, on l'a démarré en même temps. Ah bah oui, moi j'ai commencé en 94, moi, tu vois. Hein? J'ai commencé en 1994, moi. Donc à l'époque, on faisait le tour du web, même avec des vieux modems 33 000 baux, enfin 33 600. Tu faisais le tour du web en 2 jours. C'était dingue, quoi. Et c'était une époque à laquelle j'ai eu mes premiers liens des universités américaines. Les universités américaines étaient avec l'armée, qui était beaucoup plus fermée, hein, les premiers utilisateurs en fait de ARPANET, ce qui devait ensuite Internet, etc. Les premiers utilisateurs, c'était après l'armée, c'était les universités qui permettaient effectivement de communiquer d'une île à l'autre avec le fameux protocole ALOA,
tu te souviens de ça. Tout à fait. Moi, j'ai lu un livre, Christian. J'ai lu un livre qui s'appelle Les sorciers du net. Et j'invite toutes les personnes à lire ce livre, Les sorciers du net. Ça raconte justement la genèse d'Internet, donc ARPANET, après la zone universitaire et après le grand public, quoi. Et d'ailleurs, dans la recherche, ça a été quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire, parce que les premiers partages, la première explosion du partage du savoir, et je dirais le côté aussi open source du savoir est arrivé là à ce moment-là, parce qu'avant chacun était dans son coin machin, mais ils avaient besoin de se parler. Et ça a commencé effectivement sur les îles, puisqu'en fait tu avais deux universités à 30 km l'une de l'autre, mais il y avait la flotte entre les deux, donc ils ne pouvaient pas se téléphoner, donc ils le faisaient par un protocole qu'ils avaient eu au point, et ils communiquaient entre leurs résultats, et ça a donné, ça s'est développé, et ça a commencé par là. Tout à fait, Christian. Et notre boîte a reçu un premier lien de l'université de Maricopa, qui est en Pennsylvanie, et c'était assez amusant parce que finalement, les premiers liens sont arrivés de sites universitaires. C'était ce milieu-là, quoi. Et tout après, c'est passé au commercial. Eh ben, écoute, tout ce qu'on connaît. En tout cas, Christian, c'était que du bonheur de te recevoir dans les experts, où on peut continuer à discuter avec toi après cette interview si on a été sensibilisé par tes propos et qu'on a envie effectivement justement de te confier, pourquoi pas, un site en cocon sémantique ou de travailler effectivement avec toi. Comment on peut effectivement s'adresser à toi et dans quel mode d'emploi? LinkedIn, tout simplement. LinkedIn, d'accord. Oui, c'est plus simple, parce que l'avantage, c'est que je reçois les alertes sur mon téléphone. Donc, c'est le moyen le plus, ça va beaucoup plus vite que le mail. Le mail, c'est tellement spammé que j'ai du mal à le relever aujourd'hui. Donc, le mieux, c'est LinkedIn, effectivement. Et puis, ça te permet de voir les derniers articles que j'ai faits et autres, et puis de compléter ta connaissance de ce que je peux faire ou des travaux que j'ai faits et autres, et éventuellement de te donner davantage confiance. Tout à fait. Eh bien, voilà. En tout cas, je te remercie, Christian. Christian Méline, notez bien effectivement donc son nom, Christian Méline, expert effectivement dans le domaine de la recherche. On l'a bien senti, et puis également dans le cocon sémantique. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez ajouter 5 étoiles pour faire monter les experts, le podcast des experts sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra effectivement de découvrir d'autres invités aussi riches que Christian Méline. Merci de votre patience, merci également de votre écoute et je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité. Merci Christian.